jusqu'à 9h, Good Morning Business. C'est pas exact. Il est 8h18. Mon invité, c'est Denis Oliven, le directeur général et le co-gérant de Libération. Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Libération, qui donc vogue désormais de ses propres ailes avec ses salariés, sa fondation. Et donc, Denis Oliven, vous devez transformer ce journal qui est une marque extrêmement forte, mais qui a connu des années de difficultés, de baisse des ventes. Et là, vous êtes en train de le numériser, le digitaliser. On voit que 50 000 abonnés sur le numérique, c'est énorme en quelques mois. C'est quoi l'objectif d'ailleurs du taux d'abonnés papier et du taux d'abonnés numériques? Et la question suivante, c'est est-ce qu'il faut garder le papier? L'objectif, c'est que Libé ait l'audience de sa notoriété. C'est probablement la plus belle aventure de presse des 50 dernières années, pas seulement en France. Si vous regardez au cours des 50 dernières années en Europe, quel est le journal qui a été créé avec la même aura que Libé? Il n'y en a pas. Et qui a très profondément contribué à réinventer le journalisme. Il y a tout un tas de choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, Society, Quotidien, enfin que sais-je, qui sont nées de l'esprit de Libé. Ça a été copié partout ailleurs en Europe, mais Libé a souffert, comme toute la presse quotidienne, de la crise de la diffusion et de la crise de la publicité qui étaient liées. Et des coûts de la diffusion. Parce que le papier était en voie d'extinction. Et puis, il y a 5-6 ans, une dizaine d'années en fait, d'abord aux États-Unis, maintenant en Europe, il y a une révolution qui a redonné la possibilité à la presse quotidienne de retrouver une diffusion payante. C'est la révolution des abonnements numériques. Le New York Times, le Washington Post, et puis les titres européens, mais Libé était passé, jusqu'à ces dernières années, à côté de cette révolution. Il a entrepris de le faire il y a 2 ans, et puis là, depuis 6 mois, on accélère très fortement, de 2 manières. On accélère sur le contenu. Il faut qu'on retrouve une vivacité du contenu qui génère les abonnements. Et pour ça, vous avez réorganisé la rédaction avec une part. D'abord, vous avez fusionné complètement les équipes web et papier, il n'y a plus de distinction. Et ensuite, il y a une grosse partie des journalistes qui sont dédiés aux enquêtes de fond, 80% de la rédac, et le reste va faire le tout venant, si je puis dire, l'actu chaude du début et de fin de journée. En fait, on s'aperçoit qu'il y a 3 choses. Tous les contenus sont nécessaires pour un journal, pour la fidélité d'un journal. Bien sûr. Je sais pas quoi, les critiques littéraires, les portraits, mais il y a 3 contenus qui vraiment déclenchent l'abonnement. C'est l'investigation, les scoops. C'est les grands reportages, mais au quotidien, pas les grands reportages lointains, les grands reportages au quotidien, à côté de chez vous, pour comprendre une réalité sociale que vous ne connaissez pas. Et puis il y a les billets d'opinion, d'humeur un peu tranchés. Donc on a décidé qu'on allait mettre le cap sur ces contenus. D'ailleurs, si vous regardez Libé depuis 6 mois, enfin 3-4 mois en tous les cas, on fait à peu près un scoop par semaine. Donc on a décidé, quand je dis on, c'est le directeur de la rédaction que j'ai été chercher à l'étranger, quoi qu'il soit français, et qui avait fait cette opération, qui s'appelle Dov Alphon, qui avait fait cette opération dans un grand journal qui ressemble à Libé à l'étranger, et qui le fait ici. Et donc en effet, on a réorganisé la rédaction entre une rédaction, disons, assise, qui suit l'actualité des dernières 8 heures et des prochaines 8 heures, et une réaction debout qui va chercher des infos qui nous sont propres. Là, cette semaine, avant-hier, ou hier, on a sorti le fait que des fichiers médicaux personnels, des centaines de données personnelles avaient fuité. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui se fait au long cours, qui se fait pas minute par minute. Et donc, on s'est réorganisé pour faire ça. Mais à côté de ça, on a aussi doté la rédaction d'outils extrêmement puissants. On a acheté au Washington Post son système logiciel, disons, qui accélère très fortement notre capacité à publier d'abord sur le net nos articles. Et ça, on l'a fait, c'est un exploit, en 5 mois. Les autres journaux font ça en 2-3 ans. Donc on est vraiment dans une bataille pour le redécollage de Libé, et on en touche les résultats. Denis Oliven, je reviens sur l'équilibre, le fameux équilibre entre le numérique et le papier. C'est quoi l'objectif? Combien de lecteurs en numérique à terme? Combien de lecteurs en papier? Et est-ce qu'à un moment donné, on bascule pas 100% numérique? On s'est donné comme objectif, il y avait 20 000 abonnés en janvier 2020, ils doivent être 52 000 à la minute où on se parle, et on s'est donné comme objectif d'être au moins à 100-110 000 en 2023. Donc le papier, je peux pas vous dire à quel niveau de diffusion. Combien vous vendez de copies aujourd'hui ? Aujourd'hui, on était en janvier 2020, on était à 69 000 copies au total, numérique et papier. Ah oui. Et maintenant, ça veut dire 40 000 en papier. Et là, on va sans doute casser le seuil des 80 000. Donc
Ça fait 24 mois consécutifs qu'on progresse, ça n'était pas arrivé depuis 10 ou 15 ans. Mais évidemment, une question qui fâche, c'est-à-dire que si 80 000, ça veut dire, vous venez de me dire 50 000, 52 000 en numérique, donc 28 000 en papier, est-ce que c'est bien raisonnable de continuer le papier? Si vous voyez que vos lecteurs, à cause de leur typologie, aiment bien regarder l'IB sur l'ordinateur, sur une tablette. Et c'est clair que l'avenir, ça va être plutôt le numérique que le papier. Mais quand je regarde l'exemple du Washington Post ou du New York Times, alors que c'est des millions d'abonnés numériques, ils continuent d'avoir une édition papier. D'abord parce que c'est un objet précieux et rare, et en particulier pour l'IB, dont les unes font une partie de sa célébrité. Donc il n'est pas question que dans les années qui viennent, le papier disparaisse. Simplement, la proportion du papier, d'ores et déjà aujourd'hui, en termes vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de nombre d'exemplaires, le numérique est au-dessus du papier. Et probablement, d'ici 4-5 ans, le chiffre d'affaires du numérique sera au-dessus du chiffre d'affaires du papier, mais le papier va être là encore pendant de très nombreuses années. L'autre source de revenus, évidemment, ce sont les plateformes, les Google, les Facebook. On a vu, d'abord, vous aviez signé un accord avec Google il y a quelques mois, en solitaire. Ça vous a été reproché parfois, mais en tout cas, maintenant, toute la presse l'a fait. Et l'Australie, on voit aussi fait un bras de fer avec Google et Facebook. Vous êtes en train de négocier avec Facebook pour le prochain accord ? Alors il y a une négociation qui est en train de s'ouvrir entre l'alliance de la presse et Facebook, mais Facebook va nécessairement suivre l'exemple de Google. Je rappelle simplement de quoi on parle. Ouais. Google et Facebook sont des plateformes qui font de l'audience avec les papiers, avec les contenus que la presse fabrique. C'est nous qui payons les journalistes et c'est chez eux que se trouve l'audience. Donc il était légitime qu'une partie de la rémunération qui tire de cette audience nous revienne. Ça a été difficile de négocier avec eux. Le Parlement européen a voté une directive. La France l'a introduite en droit français. Peut-être de manière un peu trop souple, mais enfin c'est comme ça qu'elle l'a fait. Et finalement, des négociations sont ouvertes. On a trouvé un accord avec Google. Bon, mauvais, moi je trouve que l'accord de l'IB est excellent. Et il a ouvert la voie d'ailleurs à un accord. On parle d'1 million par an. Je vous laisse, je ne commande pas ces chiffres qui sont couverts par le secret des affaires. Mais bon, on a passé un accord que je trouve excellent pour Libération et qui a pavé le chemin d'un accord plus général de toute la presse. Maintenant, oui, on va probablement avoir une discussion de cette nature avec Facebook. Mais je vois qu'aux États-Unis, en Australie, le gouvernement a été plus ferme avec une loi, le gouvernement français, parce qu'il a dit si vous ne mettez pas d'accord, c'est moi qui trancherai. Et probablement les Australiens vont avoir un accord meilleur que le nôtre. Mais enfin bon, l'histoire n'est pas finie. Il se passe plein de choses dans les médias, Denis Oliven. Vous avez pas cité toutes les fonctions que vous avez assumées au sein du groupe Lagardère, par exemple, ou d'autres. Comment vous voyez la recomposition du paysage médiatique d'un point de vue économique ? On voit Lagardère, que vous aviez redressé à l'époque, qui vend désormais tous ces médias. Sans doute Europe 1 à Bolloré, Match et le JDD à Bernard Arnault. C'est qu'M6 et Bertelsmann et vendeur pour M6 et RTL. La consolidation, elle va se faire en Europe ou elle va se faire autour de grands groupes du CAC 40 français ? Alors, la consolidation, elle me paraît absolument inscrite dans les faits, parce que l'activité de médias est une activité chahutée, et donc les effets de taille permettent de se mettre à l'abri. La particularité française par rapport à la plupart des autres pays européens, c'est que les groupes médias appartiennent à des groupes industriels qui ne sont pas dans les médias. Les médias ne sont pas des pure players, comme on dit. Ça n'est pas le cas dans la plupart des autres pays. Ça n'est pas le cas précisément parce que chez nous, cette activité est trop fragile pour générer assez de rémunération pour un groupe en lui-même. Alors, je précise que Libération fait exception. Maintenant, parce qu'à un moment donné, vous étiez rattaché, on était cousins. Libération, c'est un paradoxe français. Libération, qui est un journal anticapitaliste et de gauche, et appartenait à des milliardaires. Maintenant, c'est fini. Il appartient à un fonds de dotation. Il est indépendant. Il appartient à une fondation en quelque sorte. Mais on doit être le seul avec La Croix et l'Humanité. On doit être le seul grand quotidien de la presse nationale qui n'appartienne pas ou plus à des milliardaires. Donc pour répondre à votre question, la voie, c'est la consolidation. Peut-être que cela permettra, à terme, que des groupes médias, qui soient purement des groupes médias, émergent. On n'en prend pas le chemin pour le moment, parce que quand on évoque les consolidations dont on vient de se parler, notamment autour de Lagardère, c'est plutôt des gros groupes qui rachètent les journaux et les radios.
Oui, en tout cas pour le groupe Lagardère, c'est une bataille apparemment entre le groupe LVMH et le groupe Bolloré. Donc ça, c'est l'acte 1, c'est la consolidation, elle va se faire. Ouais. Maintenant, est-ce que dans un temps suivant, dans quelques années, les groupes de médias auront trouvé une soutenabilité économique telle qu'ils puissent voler de leurs propres ailes ? Je ne dis pas que le fait d'appartenir à un groupe industriel soit un drame, parce qu'on voit le Washington Post appartient à Jeff Bezos, il n'est pas moins indépendant pour autant. La Repubblica en Italie... Trump vous dirait le contraire. Ouais. C'est la preuve qu'il est indépendant, c'est qu'il n'a pas peur d'affronter le pouvoir. La Repubblica en Italie appartient à Fiat maintenant. Enfin, on peut appartenir à un groupe industriel et que les conditions de l'indépendance soient réunies, notamment parce que les rédactions sont fortes. Mais enfin, c'est vrai que il n'y a pas en France de grands groupes de médias qui n'appartiennent pas à des groupes industriels. Effectivement. Merci, et vous faites exception. Vous venez de donner le nouveau modèle de Libération avec la numérisation des abonnés et puis les accords, évidemment, avec les GAFA. Merci Denis Oliven, directeur général, co-gérant de Libération, d'avoir été avec nous ce matin. Il est presque 8h30.